Donc voilà, Nicolas Bastien, donc je suis en effet ingénieur data. Alors je fais une toute petite presse là dans du monde du big data pour après situer un peu les métiers et de quoi on parle. Donc le monde du big data. Alors qu'est-ce qu'on entend par alors on entend, c'est un buzzword, le big data. En fait, on considère qu'on sait faire du big data dès que la quantité de données à traiter dépasse largement la faculté d'un seul serveur à la traiter. Typiquement, avant donc l'apparition de ces nouvelles technos, on avait un serveur avec une base Oracle qui moulinait les données et donnait le résultat. Il y a un moment, avec l'apparition donc de ces gigantesques masse de données, on s'est retrouvé avec des traitements qui pouvaient prendre jusqu'à 30 heures d'affilée, par exemple, pour un résultat quotidien. Donc, on voit bien la problématique que ça pose. Donc, petit graphique à côté, la problématique du big data. Donc, on a commencé vraiment à en parler à partir de 2010. Hein. Donc, il n'y a qu'à voir, hein, c'était la génération de données dans le monde en 2010. Et vous voyez sur la droite ce qui est prévu pour 2035. Donc, c'est quelque chose qui va concerner à peu près alors bien sûr plutôt les grandes entreprises, mais tout le monde est en train de mettre en place ce genre de système. Alors, à quoi essaie de répondre le big data? Donc, c'est les fameux 5V, hein, c'est assez classique. Si vous faites des recherches sur Internet, vous les trouverez. C'est la problématique, c'est le volume. Donc, c'est ce que je dis, des quantités énormes à traiter trop grosses pour qu'une architecture classique serveur puisse la traiter en temps et en heure. Ensuite, la variété. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est des données qui peuvent parvenir de différents systèmes. Donc, généralement, on va en piocher à droite à gauche, les partenaires avec lesquels on est connecté. Par exemple, moi, je travaille actuellement avec une mutuelle, donc on a beaucoup de partenaires qui nous envoient des statistiques, des données, des choses comme ça, ou des trucs bancaires. Ça peut être aussi des variétés dans les formats. Typiquement, on a une application qui traite les mails, enfin le courrier. Donc, les courriers, ça peut être les mails, mais ça peut être aussi le scan des courriers écrits. Donc des JPEG qui arrivent, et toutes ces informations sont stockées finalement au même endroit, c'est du courrier. Troisième V, la vélocité. Donc ça, c'est la vitesse à laquelle on peut ingérer, traiter et retourner les données. Typiquement, si vous êtes sur une application type GPS et qu'on vous dit l'embouteillage que vous avez traversé il y a un quart d'heure, pas super utile. Donc, il faut vraiment que la vitesse de processing des données soit quasiment en temps réel. C'est de plus en plus le cas des nouvelles applications qu'on met en place. Et les 2 V qui sont rajoutés assez récemment, avant on parlait que les 3 V, qui sont la véracité. Donc, c'est des données qui doivent être propres. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle les données propres? L'exemple classique qu'on donne, si vous avez une adresse américaine, vous pouvez avoir pour la Californie CA, CAF ou juste CF. Mais chaque fois, c'est la même valeur qui est encodée de façon différente. Donc ça, c'est une grosse partie de l'activité, de nettoyer les données, d'avoir des choses qui sont propres et lisibles. Ça peut être aussi quand par exemple, une application qui regarderait le nombre de passagers descendant un arrêt. Si vous dit, bah voilà, on a entre à peu près 300 voyageurs sur une fourchette de 50 à 400, voilà, la fiabilité de la donnée n'est pas terrible. Donc, il y a aussi plein de traitements qu'on peut mettre comme ça, des répartitions, etc. Ensuite, la valeur, c'est que, bah voilà, vu le coût de ces traitements, c'est que la valeur apportée par cette information soit réelle. Si je vous dis, je suis gestionnaire d'un magasin, je vous dis hier à 14 heures, on a vendu 2 t-shirts, la donnée n'est pas terrible. Si je vous dis par contre, hier, on a vendu 10% de t-shirts de plus que la veille ou que la semaine dernière, là, vous avez une information de qualité. Donc, c'est quelque chose qui peut vous servir réellement. Voilà les 5 V. Alors, oui, du coup, comment on fait ça? Parce que je vous disais, donc un seul serveur, on n'y arrive plus, on est retrouvé devant un problème. Donc là, il y a forcément des boîtes que vous connaissez bien, là, qui ont travaillé sur ce sujet, les fameux GAFAM, qui est donc le problème, on l'a résolu de la façon suivante, c'est qu'au lieu d'avoir une seule machine
très coûteuses. Voilà, dans les années 2000, on avait les serveurs IBM, Sun, alors ça coûtait très cher. Il y avait seulement les grandes entreprises qui pouvaient se les payer. Là, on a changé complètement le paradigme. Donc, c'est les centres de recherche de Google là, qui ont sorti 3 articles universitaires coup sur coup, qui ont complètement changé la donne, qui font la répartition sur plusieurs machines en fait. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre le stockage, donc toutes ces énormes masses de données sur une seule machine, on va les répartir sur des machines standards, mais plusieurs centaines. Vous avez, et au lieu de le traiter avec un seul processeur, une seule RAM, on va distribuer tout ce traitement sur tout un ensemble de machines. Chaque machine va faire son petit bout de traitement, en quelque sorte, et on va récolter ça sur une seule machine et fournir le résultat. Donc, c'est comme ça que sont apparus alors, les fameux data centers des GAFA et qui se répartissent. Alors maintenant, toutes les grosses boîtes ont à peu près l'équivalent. En dessous, là, c'est une image d'un data center Google, il me semble. Voilà. Et ce qui, du coup, cette puissance, alors, qui n'est pas quasiment limitée, mais presque, on voit bien ça avec ces entreprises des GAFAM. Il vous suffit, là, vous avez un petit problème de puissance, il faut rajouter une dizaine de serveurs. Ça se fait de façon, ce qu'on appelle la scalabilité. Voilà. Donc, en plus, l'autre intérêt de cette architecture, c'est que déjà, bon, c'est des petites machines qui ne coûtent pas très cher. C'est des serveurs assez standards, hein, un peu comme on peut avoir à la maison, quasiment. Et si jamais vous avez une machine qui tombe en panne, vous ne bloquez pas tout le reste. C'est-à-dire que quand vous disposez là, par exemple, moi, l'entreprise pour laquelle je travaille, on doit avoir un cluster de plusieurs centaines de machines. Si j'ai une machine qui tombe en rade la nuit, bon, OK, ça ralentit un peu les traitements, mais le service est quand même rendu. Et ça, c'est vraiment confort. Le lendemain, on arrive, on peut changer la machine tranquillement pour des coûts moindres. Alors, bien sûr, comment on est passé d'une seule machine à gérer tout un paquet de machines? Forcément, ça a demandé quand même de la création d'outils spécifiques pour répartir justement mes données, où elles sont, sur quelle machine. Quand vous avez plusieurs centaines, voilà, il faut renvoyer là où est le bon bout de traitement, être sûr que vous avez tout traité, que vous avez tout récupéré. Comme je vous disais, par exemple, vous avez une machine qui tombe, OK, là, ce qu'on appelle le serveur maître dit oui, il ne me répond pas. Donc, on a fait des copies forcément sur d'autres parties du cluster et on envoie le traitement sur une autre machine, ce qu'on appelle la résilience dans ces systèmes-là. Donc, tout ça, par contre, demande alors beaucoup de soft qui ont été créés pour gérer donc, tous ces écosystèmes big data. Donc là, alors c'est un petit schéma qui déjà, en plus, commence à dater, c'était en 2016. Quelqu'un qui s'est amusé à faire des lignes de métro par type d'outils utilisés dans le big data. Donc, oui, il y a même pléthore et encore ce schéma a quasiment 5 ans. Donc, depuis. Alors, pourquoi on en a autant? Parce que déjà, comme je vous ai dit, les entreprises qui bossent derrière, c'est les GAFA. Donc, ils ont les meilleurs ingénieurs quasiment du monde qui, alors, c'est des gens créatifs et très bons dans leur domaine, donc ils produisent des outils et en plus, avec les 5V, c'est toujours la course à la performance, toujours mieux. Et en plus, alors, ils ont fait quelque chose de très malin, c'est que c'est les premiers à faire de l'open source. Donc, tous ces projets quasiment, ils les finissent par soit en récupérer de l'open source, soit les donner dans l'open source. Bon, alors vous avez 4 ans de retard par rapport à eux, mais c'est a priori les mêmes codes qu'ils utilisent eux-mêmes. Donc, leurs propres armées de développeurs, plus les gros projets open source derrière, fait que alors les outils, tous les nouveaux mois, on a un nouveau truc qui sort, surtout avec le machine learning, etc. Mais alors, comment s'y reconnaître là-dedans? Alors, je vous rassure, il ne faut pas tout connaître. Il y a des grandes familles d'outils, comme je vous disais. Donc, qu'il faut par contre savoir un peu la théorie qu'il y a derrière ces outils. Parce qu'après, on s'aperçoit que les différences, alors c'est vraiment des considérations de performance. Donc, c'est un peu, pas à la marge, mais quand vous en connaissez un, vous avez à vous repérer dans tous les autres. Donc, bien sûr, il y a alors, ce dont on parle assez souvent, les bases NoSQL. Donc, c'est des bases qui permettent justement de mettre des documents de différentes structures sans avoir à les retraiter pour qu'ils soient bien rangés, comme dans des bases plus classiques. Vous avez alors, ça c'est un peu la base dans le Big Data, Hadoop. Donc, en fait, c'est toute la suite d'outils, un framework qui permet de faire du Big Data
auquel on rajoute régulièrement des nouveaux outils. C'est issu des labos Google, c'est des anciens de chez Google et de chez Facebook qui montaient ça. Et surtout, bah voilà, c'est quasiment, alors je pense que c'est tous les 15 jours, il y a un nouvel outil qui est ajouté dans Hadoop, c'est assez impressionnant. Les ETL, donc Extract, Transform and Load. Donc ça, c'est des outils qui vous permettent justement d'aller chercher des données dans d'autres bases, alors que ce soit des bases physiques ou que ce soit des URL sur le web, de les transformer, hein, par exemple le coût de l'adresse postale dont je vous ai dit, de mettre ça tout au bon format et de les charger de façon massive dans ces systèmes big data. Et après, donc, il y a beaucoup d'outils alors de data vis. Donc là, c'est pour faire tout ce qui est les tableaux de bord, toute l'utilisation des données qu'on peut avoir. Et Spark, alors ça, c'est quelque chose aussi, quand on est dans le big data, qui est un peu incontournable. C'est le framework qui permet de développer ces fameux algorithmes qui performent. Donc, ces métiers. Alors, dans la data, grosso modo, il y a le mien, donc je vais faire un petit focus juste après sur le ingénieur Big Data. Par contre, vous avez 4 grandes familles qui travaillent dans ce domaine. C'est un peu comme le web où vous avez les frontales, les back-ends, etc. Là, donc, c'est pareil. Alors, bien sûr, c'est des équipes communes, hein, on bosse tous ensemble. Par contre, c'est des fonctions, enfin, c'est plus des fonctionnalités. Alors, c'est schématique, hein, mais c'est un peu. Mais donc, il y a 4 grandes familles. Donc, la première est assez connue. Alors, c'est des métiers, alors, tous ces métiers de la data ont que 10 ans, donc c'est un peu ces nouveaux métiers du numérique, et un peu le héros c'était le data scientist. Donc, maintenant, alors, il y a aussi du machine learning engineer, c'est pour ça, alors après, ça dépend un peu des nominations au marketing. Donc ça, c'est des gens qui généralement ont une grosse formation mathématique et qui conçoivent des modèles de prédiction. C'est là où est leur grande force, et c'est eux qui apportent vraiment de la valeur, là, ce qu'on disait sur les 5 V. C'est un peu la licorne qui va vous apporter vraiment des choses dans le. Alors, par contre, il y en a a priori très peu par boîte, ce qu'on n'a pas besoin. Donc, c'est les gens qui expérimentent, qui conçoivent surtout tous ces fameux algorithmes de prédiction et de machine learning, des choses assez impressionnantes des fois. À côté de ça, il y a alors beaucoup plus dans les boîtes de façon plus commune, et les data analysts. Alors, ça peut être aussi ce qu'on appelait avant la BI, la business intelligence, ou les data miners. Donc ça, ce sont des gens qui sont vraiment propriétaires de la donnée. C'est qu'ils sont sur une branche métier. Par exemple, dans une entreprise, vous pouvez avoir les gens qui sont spécialisés sur les informations financières, donc ils connaissent parfaitement les données générées et les dashboards, les tableaux de bord faits avec ces données-là. Vous avez d'autres à côté de ça, des data analysts qui sont plus sur les outils de production. Par exemple, qui surveille que tout fonctionne bien dans une usine, une machine. Alors, ça peut être la même entreprise qui fabrique, donc il y a à la fois des données financières, mais aussi des données de production, de suivi de la qualité de ce qu'elle fait. Et c'est des gens qui sont très, très proches du métier, donc sur les extractions, des choses comme ça. Plus statisticien que probabiliste, soit data scientist. Bon, généralement, alors, ça dépend un peu de la taille de la boîte, mais vous pouvez être à la fois data scientist et data analyst. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Ensuite, alors, architecte big data ou ingénieur big data, donc ça dépend un peu de l'ampleur de ce que vous avez à gérer. C'est à peu près les mêmes qualifications. Là, c'est mon métier, c'est plutôt être vraiment sur le système. Donc, c'est le système donc toute cette infrastructure qui collecte, enregistre et met à disposition les données, donc qui seront utilisées par les data analysts et les data scientists. Donc, vous avez vu, des systèmes qui distribués, qui n'arrêtent pas d'évoluer, de bouger. Les données, on a des volumes pas possibles qui arrivent. Il faut faire des purges. Il y a des choses qui tombent en panne. Il faut réparer, redistribuer les données, etc. Et ça, donc, c'est un peu vous développez aussi des nouveaux outils, vous en mettez en service d'autres. C'est un peu ça mon quotidien. Et ça, on en demande de plus en plus. Donc, c'est moins connu, moins en vue que data scientist. C'est plus informatique. Donc, c'est plus proche du développement ou de la gestion de systèmes. Et voilà, on considère qu'il faut à peu près 10 ingénieurs big data pour un data scientist. Un data scientist qui n'a pas des données propres, c'est un data scientist qui ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que c'est un métier qui est assez demandé.
Enfin, un autre métier qui est apparu, alors lui encore plus récemment, Chief Data Officer. On aime bien les trucs en franglais là, où les personnels responsables de la protection des données. Donc forcément, alors ça c'est surtout en Europe, donc avec le RGPD. Donc maintenant, il y a des enjeux très importants avec les amendes potentielles sur le respect de la vie privée et des données. Mais au-delà de ça, il y a aussi justement ce que je disais, on regarde de plus en plus parce que beaucoup de projets, on investit pas mal sur des trucs qui n'ont pas donné grand-chose en rentabilité au final. Et donc de regarder la fameuse valeur des 5V. D'accord, on produit de la donnée, mais concrètement, est-ce que l'investissement qu'on a mis pour la collecter, la traiter, etc., est en regard de ce qu'elle nous donne comme information. Voilà, donc là, souvent, alors j'ai vu les dernières nominations, c'est souvent des bons data scientists qui deviennent voilà, responsables, ils prennent de la hauteur et voir toutes les données de l'entreprise globalement, les investissements, ils pilotent aussi voilà, qui accède à quoi. Ça, c'est avec le RGPD, là, c'est vraiment les gros sujets qui en sont. Et donc, interviennent en pilotage sur les 3 autres métiers. Alors, comment on devient ingénieur data? Donc, c'est un métier qui a, donc, je vous dis que 10 ans. On a vraiment des annonces, enfin, ou vraiment des postes là-dedans depuis 5 ans à peu près en France, je pense. Alors, vous avez vu, c'est beaucoup d'outils. Et par contre, alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, je pense, trop en autodidacte. Il faut avoir quand même un bon background sur les théories informatiques, de comprendre un peu voilà, comment marchent des machines, du réseau, du stockage, les algorithmes de traitement. Donc tout ça, avoir quand même des bonnes bases là-dessus. C'est des outils voilà, qui sont puissants. On est tout le temps en quête de performance en plus, voilà, de faire toujours plus vite, toujours plus gros sur les données. Donc là, c'est des profils souvent de type ingénieur en génie logiciel, donc plutôt développeur. Parce que donc on est vraiment sur la virtualisation. Hein. Ça a l'air très infrastructure, mais en fait, c'est beaucoup de soft, paradoxalement. Donc généralement, voilà, les gens mes collègues qui sont là-dedans dans le big data, donc souvent sont issus du génie logiciel. Et après, alors il existe des spécialisations après sur une première formation de base informatique. Je crois que, alors après, pour les personnes qui voudraient se lancer là-dedans, les plus intéressantes, celles qui sont couplées avec un éditeur. C'est vraiment le sésame qui fait décrocher des postes intéressants. Donc parce que ces métiers-là, vous avez vu, hein, c'est beaucoup d'outils. Donc il y a des grandes frameworks là, donc Cloudera, c'est la fusion de Cloudera et Hortonworks. Avant, c'était deux, ils ont fusionné. Donc ça, c'est le plus utilisé en France, hein, sur les grandes entreprises. Databricks, donc c'est eux qui ont créé Spark, qui est le framework de développement Java, Python, le plus utilisé aussi pour faire du machine learning et de l'exploration de données. Voilà, et alors surtout ce qui est intéressant avec ces métiers, c'est que de plus en plus, c'est tendu par l'arrivée du cloud. Donc ça, c'est le sujet qui commence à débarquer. Il y a des expérimentations un peu partout. Certains sont déjà passés là-dedans. Donc voilà, il y a par exemple Windows Azure qui est une formation Big Data qui est très bien, Google Cloud Platform et puis bien sûr AWS. Et maintenant, voilà, en data, je pense qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance aussi du cloud. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous avez une bonne connaissance en fait du big data, vous passez très facilement sur des infrastructures purement cloud parce que je sais, de toute façon, c'est les mêmes acteurs qui les ont créés, on les voit, hein, que ceux qui ont créé les outils big data. Donc, il y a vraiment des grosses similitudes. Et je pense qu'à l'avenir, les deux métiers seront quasiment dans les mêmes équipes, quoi. Voilà, comme je vous disais, c'est un domaine donc, qui est en plein essor. On recrute de partout là-dessus. Même là, j'ai des demandes en prestation. On a du mal à trouver parce que c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu que les métiers du web. Par contre, ils sont tout à fait accessibles. Et puis, si vous êtes un peu nouveau dans le métier, etc., que vous avez des bonnes appétences pour le développement, et puis les microservices, et choses comme ça, c'est vraiment des choses à creuser, je pense.
Et surtout, voilà, comme ça évolue tout le temps, on tend à recruter plutôt que des gens qui savent. On sait que les diplômes ne sont pas encore en place. Des gens qui ont capables d'apprendre vite, de se remettre à jour et qui ont peut-être bien formé, je dirais. Voilà pour ce survol rapide du monde du big data et de la profession d'ingénieur big data.